Alors, est-ce que si vous nous entendez, vous pouvez écrire dans le chat si c'est tout bon pour vous? Bonjour Laurence, bonjour Alizé. Super, ça a l'air de fonctionner. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Alors, tac. Ok, donc bienvenue pour cette deuxième webconf de l'après-midi avec Ladi. Donc, le deuxième sujet du jour, il est bien différent, puisque voilà, il y a 1 heure, on traitait de la micro-entreprise, et là, on va parler de créativité, donc avec Loïs, qui est notre partenaire, qui nous fait le plaisir de proposer ce sujet. Bonjour à Oui, du coup, oui, voilà, comme ça, Loïs, je veux bien que tu dises quelques mots, comme ça, on vérifie que ton micro est bien. Alors je pense, si vous m'entendez bien, je pense. Alors bonjour, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je me présenterai après plus loin dans le live. Je suis désolée, j'ai pas de caméra, j'ai eu un petit accident, une petite chute juste avant le live. Donc elle est cassée. Donc, vous ne pourrez pas voir Loïs, mais elle a fait un super support, donc voilà, si vous l'entendrez. Et on a également Mainan et moi, on sera présente dans le chat si jamais vous avez des questions, mais Loïs pourra prendre aussi vos questions tout au long du live. Céline, bonjour d'Alsace, super. On fait toujours un tour de France incroyable. On a la Vendée, l'Alsace, ici c'est la Provence. Ah bah voilà, moi à Paris, un peu moins exotique, mais bon. Hop, super. Vous êtes nombreux, nombreuses, donc c'est super. Donc, on est ensemble pour 1 heure. Loïs prendra voilà, des questions un peu tout au long de la présentation, et Mainan dans le chat qui vient d'écrire, donc super, bienvenue Mainan, répondra également à vos questions dans le chat, donc n'hésitez pas. À la fin de la webconférence, nous, on a un enregistrement qu'on mettra à disposition sur notre chaîne YouTube. Donc, vous inquiétez pas, elle risque pas d'être publiée dès ce soir, mais d'ici la semaine prochaine, vous pourrez aller faire un tour. Et normalement, le replay y sera. On n'envoie plus par mail ni les slides, ni les replays. Donc voilà, pas la peine de demander à la fin. Ça sera sur YouTube d'ici la semaine prochaine. Donc très rapidement, moi je suis Clara, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je travaille à l'ADI, donc l'Association pour le droit à l'initiative économique. On est une association, donc on existe depuis plus de 30 ans, et nous on fait du financement pour vous permettre de porter vos projets, de créer vos entreprises. Donc voilà, on fait du microcrédit pour accompagner les porteurs de projets et les entrepreneurs dans la création et le développement de leur entreprise. On a des agences et des permanences un peu partout en France, métropole et outre-mer. Et on est un peu plus de 700 salariés et 1300 bénévoles à peu près pour vous aider à construire vos projets d'entrepreneuriat. Mais du coup, je vous parlais des salariés et des bénévoles, mais on a aussi beaucoup de partenaires que je remercie. Et donc aujourd'hui, on a Loïs qui va se présenter, qui nous fait le plaisir d'animer cette conférence. Et donc voilà, bienvenue Loïs, merci beaucoup pour ta présence. Et je te laisse du coup le champ libre. Voilà, très belle conférence à tous. Merci beaucoup. Alors, bienvenue à tous. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore, qui est la créativité. Donc, on va parler de 13 façons de vivre de sa créativité, mais vous verrez que j'ai un peu triché, j'ai mis beaucoup plus que 13 façons. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Loïs Gérard et en fait, moi, je dirige l'agence de communication E-Évoluer, donc Évoluer. Et nous sommes spécialisés depuis 2011 dans l'accompagnement des créateurs et des artisans, mais aussi des écrivains, des illustrateurs et depuis quelques années, tout ce qui est passeur de savoir, des coachs, des formateurs, des thérapeutes. Alors c'est vrai qu'on travaille aussi dans d'autres secteurs d'activité parfois, comme la restauration et la décoration, etc. Mais c'est vrai que le cœur de notre métier, ça va être ça. Nous sommes en fait de véritables couteaux suisses et donc on va accompagner, les différentes personnes qui travaillent avec nous, autant sur l'aspect web, site vitrine, site e-commerce, site e-learning, que la communication via des formations, des livres ou directement de la prestation et aussi beaucoup de graphisme. Voilà, notre spécialité, c'est vraiment de créer des univers uniques pour permettre à nos clients de sortir du lot et dans ce cadre-là, eh bien, on a, créé de nombreux outils et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des méthodologies que je mets en place pour mes clients et de comment je les aide à vendre leur créativité de plein de façons différentes. Oui, exact, Maxime, je fais également cette partie-là. Alors, quelles sont, les choses que nous allons voir aujourd'hui? Eh bien, dans un premier temps, nous allons découvrir toutes les méthodes pour vendre ses créations.
Donc, toutes les possibilités qui s'offrent à vous, celles qui sont plus classiques, auxquelles on pense tout de suite et toutes celles qu'on a tendance à passer à la trappe. Ensuite, nous allons voir comment on peut exploiter son réseau professionnel, pour aller plus loin dans la vente de nos créations et enfin, on va voir comment on peut vendre son savoir-faire ou ses connaissances théoriques dans son domaine d'expertise et pas juste vendre directement ses créations. Alors, avant d'entamer, ce processus et de vous montrer tout ça, j'aimerais vous expliquer une petite notion qui reste très importante, pour moi. C'est le fait que les choses doivent être faites dans un certain ordre pour être vraiment efficaces. Et donc, il existe des étapes, des niveaux, on va dire, de développement de son entreprise qui peuvent être très intéressants de suivre pour pouvoir éviter de retourner en arrière. Et en fait, dans ces, différents niveaux, celui où on va vraiment penser l'étape, qu'on va voir aujourd'hui, ça va être dans le niveau 2 quand on pense à créer sa vision long terme de son entreprise. Alors qu'est-ce que ça veut dire penser son entreprise sur sa vision long terme? Alors imaginons que, vous soyez une créatrice ou un créateur de terrarium, donc de végétaux et votre concept, qui est très important pour vous en fait, c'est d'intégrer le végétal dans le quotidien, de vos clients. Donc au départ, votre idée principale, c'est, de vendre les terrariums à des particuliers via votre site internet. Donc ça, vous savez que c'est vraiment ce que vous allez faire au départ et cetera. Vous avez testé, vous voyez que ça a bien marché et que vous vendez bien maintenant. Vous réfléchissez avant de passer plus loin et de passer à l'action, à comment est-ce que vous allez pouvoir développer ça par la suite. Et donc ça, vous avez plein de possibilités. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Par exemple, ouvrir sa première boutique en présentiel, proposer des kits à monter pour faire ses terrariums, proposer une box mensuelle avec des pièces de terrarium, proposer aussi des coffrets à offrir ou pour soi-même. On peut aussi proposer des cours ou des ateliers pour créer son terrarium, que ce soit pour les professionnels ou les particuliers, et cetera. Et donc cette vision, en fait, elle va être très intéressante pour plus tard. En fait, c'est quand on va être vraiment au niveau 7 de développement, où là, on aura bien vendu sa première idée, on aura probablement commencé à le vendre d'autres façons et à ce moment-là, hop, on peut vraiment développer toutes les idées qu'on a eues avant et les lancer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au démarrage, on va vraiment partir sur une. Donc aujourd'hui, je vais vous donner plein d'idées et vous allez bouillonner, de plein de combinaisons à la fin de ce live. Vous allez dire: «Oh mais en fait, je pourrais faire ça et cetera» et c'est super. Mais ça va être très important ensuite de vous focaliser sur une première méthode de vente ou 2 si elles sont, en bonne relation, mais d'éviter de vouloir tout lancer en même temps et juste de les garder en tête quand vous aurez bien commencé à vendre les premières à passer ensuite progressivement aux suivantes. Alors, commençons tout de suite. Si vous ne connaissez pas les niveaux, sachez qu'il va y avoir un live qui va être dédié à ça, hein, le mercredi 29 juin à 14h30. Promis, ce jour-là, j'aurai ma caméra. On verra de l'idée à l'entreprise florissante, justement, tous les niveaux de développement d'une entreprise. Et à ce moment-là, vraiment, vous pourrez découvrir tout ce concept-là. La méthode évoluée qui a été créée justement en collaboration avec mes clientes. Alors, voyons déjà comment se focaliser sur son talent. La première chose qu'on pense au moment où on décide de se lancer. En général, on pense tout de suite à la vente à l'unité et en particulier la vente aux particuliers via une boutique en présentiel. Alors la vente en boutique, c'est super intéressant, mais il faut quand même prendre en compte certaines choses. Ça a un certain coût d'ouvrir une boutique. Elle doit être positionnée dans un endroit stratégique. Il faut qu'il y ait du passage, que ce soit vraiment un bon endroit. Il faut aussi penser à avoir une belle décoration, une devanture qui attire l'œil. Penser aussi à toute l'expérience client quand il va rentrer dans la boutique, les éléments et cetera. Si vous connaissez les magasins, nature et découverte, vous avez peut-être déjà, été dans un de ces magasins-là. Vous avez, une odeur, une ambiance lumineuse, vous avez souvent des petites boissons, parfois des petites choses à manger et en fait, ces magasins-là sont construits pour qu'on se sente bien, qu'on a envie de rester longtemps et quand on crée une boutique, il y a toutes ces choses-là à concevoir que qui, bon, peuvent être coûteuses et demander beaucoup de travail. Donc en général, à ce moment-là, on se dit: «Bon, peut-être que je pourrais commencer avec un site internet». Le site internet, c'est une excellente idée, mais il faut savoir qu'un site internet, c'est pas juste une présence en ligne pour que ça marche. Il faut un bon site internet,
qui a été pensé avec une stratégie, qui a un contenu qualitatif, des photos aussi qui ont été bien travaillées. Donc c'est très important de bien penser son projet web et là, il peut être vraiment efficace. Il faut penser aussi que ces fiches produits, elles vont demander des bonnes photos. Il ne faut pas que ce soit flou, il faut qu'il y ait des photos des détails et de l'ensemble. Il faut aussi penser à une bonne description produit, puisqu'on n'a pas de vendeur à qui on peut parler pour poser des questions. Il va falloir structurer toutes ces informations et il va falloir qu'il y ait beaucoup d'informations. Donc, quand on vend à l'unité, c'est-à-dire des produits, qu'on va faire une fois et pas plusieurs fois, donc je parle vraiment des produits, uniques, pas des produits sous forme de collection ou autre, ça peut ne pas être rentable si ce ne sont pas des produits chers, où on va pouvoir rentabiliser le temps d'écriture, le temps de photo et cetera. Donc il faut faire attention à ça. Si le sujet vous intéresse, faire une bonne fiche produit pour un site en ligne, vous avez un live gratuit, créer une bonne fiche produit, qui est disponible sur mon site. Donc si vous allez sur mon site e-voluer.com, vous vous inscrivez à la newsletter et vous recevez le code pour accéder à la bibliothèque de ressources. Vous avez plus de 20 lives disponibles. Alors, la vente à l'unité, c'est possible aussi via les marchés, les salons. Ça peut être vraiment intéressant de bien cibler les marchés, les salons. Selon le type de produit qu'on va avoir, tous les marchés et tous les salons ne vont pas être pertinents. Mais il y a vraiment des pépites. Parfois, on trouve le bon salon, on y va d'une année sur l'autre et on fait un excellent chiffre. C'est vrai que sur les dernières années, avec les problématiques sanitaires, ça a été beaucoup plus compliqué quand on était créateur. Aujourd'hui, c'est en train de petit à petit progressivement revenir. Donc ça devient de nouveau très intéressant. Ça peut être une stratégie à part entière. J'ai donc des clients, qui, font leur chiffre d'affaires annuel entre mai et septembre-octobre. En fait, ils ont ciblé chaque année les salons et les marchés, artisanaux qui leur faisaient le plus de chiffres, que ce soit en France, en Luxembourg, en Belgique et en Suisse. Et donc ils voyagent en fait pendant, toute cette période-là avec, une camionnette qu'ils ont emménagée et le reste de l'année, ils font du stock. Et donc eux, ils font tous leurs chiffres sur cette période-là. Et ils vont ensuite, donner leur carte à chaque fois à toutes ces personnes-là pour essayer de les ramener sur leur site internet. Mais ils font 90 de leur chiffre d'affaires avec les marchés et les salons. Donc ça peut être une stratégie intéressante à exploiter. Ensuite, vous avez la vente aux particuliers via les galeries d'art. On n'y pense pas forcément, mais selon les produits qu'on fait, donc par exemple, là, j'ai une cliente qui fait, des bijoux, en combinant des techniques, de verre et des techniques, de tricotage et donc elle vend dans les boutiques de bijoux de mode, mais elle vend aussi pas mal dans les galeries d'art où, on peut considérer en fait ces bijoux comme, voilà, des œuvres d'art. Donc ça aussi, ça peut être intéressant selon le type, de création et d'artisanat que vous faites. Il y a sûrement la possibilité, de faire des partenariats avec, peut-être pas des galeries d'art, mais des lieux auxquels vous n'avez pas pensé au début. Donc, prenez le temps de réfléchir et d'envisager plusieurs possibilités. Enfin, vous avez, la vente aux particuliers, mais via les boutiques de créateurs, les dépôts-ventes et éventuellement les marketplaces. Alors ça peut être très intéressant, mais à nouveau, il faut faire attention. Souvent, les boutiques de créateurs et les dépôts-ventes, non seulement ils vous garantissent pas de la vente, mais en plus, ils vous demandent un loyer et ils prennent une commission sur vos ventes. Ce qui fait que j'ai certaines clientes, en fait, quand elles vendent des produits, elles sont à perte. Elles ont même pas gagné d'argent parce que, elles ont payé un loyer, il y a pas eu de vente pendant plusieurs mois et quand il y a une vente, le peu qui reste, il est pris par les commissions. Donc c'est plus intéressant pour vous de vous mettre sur des boutiques de créateurs ou des dépôts-ventes où il n'y a pas de loyer et où le vendeur prend une commission sur les ventes. Quitte à ce que la commission soit plus importante, mais au moins la personne va être vraiment motivée à vendre vos produits. Alors ce qui peut être intéressant, c'est pas forcément de le faire en France, parce que de plus en plus en France, il y a loyer plus commission. Mais sachez qu'en Belgique et au Luxembourg et en Suisse, actuellement, c'est pas le cas. La plupart prennent des commissions sur les ventes. Donc il y a un vrai travail qui est fait pour vendre. Donc c'est plus intéressant pour vous à ce niveau-là. Ensuite, vous avez les marketplaces. Si au démarrage, vous n'avez pas beaucoup de revenus pour créer un site internet, vous pouvez éventuellement donc commencer avec une marketplace. Mais attention, les marketplaces, c'est un endroit où vous allez pouvoir encaisser l'argent quand une personne est intéressée. Ça ne va pas vous provoquer des ventes par soi-même. Il va falloir faire de la publicité
où il va falloir, avoir une promotion sur les réseaux sociaux, envoyer les gens sur cette marketplace. Il y a vraiment une notion de visibilité à prendre en compte. Les ventes ne vont pas se faire toutes seules. Quand vous êtes dans la vente à l'unité, pensez à la forme. Sur plusieurs de ces points de vente, vous pouvez faire du sur-mesure. Donc proposer à vos clients de payer plus cher et d'avoir un produit qui est vraiment adapté à leurs demandes. Donc le sur-mesure, c'est que la personne vous dit: «Ben voilà, moi j'aimerais un mélange de tel et tel produit, j'aimerais telle et telle chose, telle couleur» et cetera. La personnalisation, c'est vous qui laissez des options prédéfinies à votre client. Donc par exemple, vous dites à votre client: «Bien, le sac est disponible avec des tirettes argentées ou dorées, avec, 2 poches ou 3 poches, en rouge, en bleu ou en noir», par exemple. Vous êtes dans un système de personnalisation, vous lui laissez faire une combinaison de choix. Aujourd'hui, la personnalisation, ça plaît énormément et beaucoup de gens passent par les artisans et les créateurs pour avoir cette possibilité-là. Donc vraiment, n'hésitez pas à le proposer si c'est possible pour vous et sachez que vous avez quand même pas mal de marketplaces, mais aussi des sites internet de type WordPress qui vous permettent une grande liberté de personnalisation. Et enfin, vous avez l'option, la plus standard, à savoir vous avez fait un produit et vous le mettez en vente tel quel, donc un produit prêt à acheter. La vente par collection maintenant. La vente par collection, c'est beaucoup plus intéressant pour vous quand c'est les ventes en ligne. Vous avez la possibilité de vendre plusieurs fois le même produit que vous êtes en capacité de reproduire et donc du coup, le temps que vous allez investir à photographier, mettre en page, structurer, écrire et promouvoir votre produit, ça va être vraiment intéressant. Donc, ces collections, elles peuvent être vendues via votre boutique, via votre site ou via une marketplace. Mais donc vous avez la possibilité, voilà, de créer aussi un processus de production qui est plus rapide. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire un modèle, une checklist des points à vérifier, vous faire des patrons plus rapides et cetera et donc vous êtes dans une production un peu plus rapide. Vous pouvez également vendre aux particuliers via les marchés ou les salons, exactement pareil que pour les produits à l'unité, mais attention à la qualité du stand. Ce qui est important quand vous vendez en marché ou en salon, c'est d'attirer le regard. Vous avez souvent beaucoup de personnes, qui vont, vouloir, attirer l'attention. Peut-être qu'elles vont, utiliser de la musique ou qu'elles vont, attirer les gens en criant, et cetera. Donc vous, c'est peut-être pas votre truc. Donc ce que vous pouvez faire, par exemple, quand c'est des marchés en fin de soirée, eh bien, ça peut être, possible de mettre des luminaires. Ça peut être aussi de mettre une musique d'ambiance, agréable, pas agressive. Ça peut être de faire un stand avec des visuels, des couleurs, aux couleurs de votre charte graphique, de mettre une bannière, un roll-up et cetera et en fait, vous avez des stands qui sont magnifiques, qui attirent vraiment l'attention et donc du coup, forcément, qui déclenchent beaucoup plus de ventes. Alors, on a une question de Shaira. Est-ce qu'il est bon pour les professionnels de vendre sur Etsy, Vinted ou Marketplace Facebook? Alors, Etsy, comme je disais, c'est une marketplace, donc c'est très intéressant de vendre dessus. Maintenant, comme ils prennent des commissions, forcément, au bout d'un moment, ça devient moins rentable pour vous. En plus de ça, si vous faites le calcul, finalement, ils vous font pas de pub. Sur Etsy, vous avez énormément de concurrence. Vous pouvez pas non plus faire trop de personnalisation pour avoir de bons visuels, avoir un site qui représente l'univers de votre marque. Donc pour démarrer, ça peut être vraiment intéressant, mais après, ce qui est le plus intéressant pour vous sur le long terme, c'est de rapidement faire votre propre site. Comme ça, vous le payez une fois, mais après tout ce qui rentre est pour vous. Vous n'avez pas besoin de payer des commissions, vous pouvez mettre en avant vraiment certaines offres spécifiques. Vous avez aussi beaucoup plus de possibilités si vous voulez proposer des produits, personnalisés, si vous voulez proposer des systèmes d'envoi particuliers, des produits par abonnement et cetera dont on va parler justement après. Donc c'est vrai qu'en fait, c'est beaucoup plus rigide en plus de prendre des commissions, les marketplaces. Après, excusez-moi. Pour Vinted, hem, ça peut dévaloriser votre produit parce que ce sont des plateformes qui ont pour objectif de vendre des produits qui ont déjà été utilisés. Donc ça donne l'impression que votre produit n'est pas neuf et donc ça le dévalorise. Et après pour ce qui est marketplace Facebook,
Oui, parfaitement, mais pareil, vous avez des commissions. Après, ce que vous pouvez faire, c'est sur votre propre site, mettre en avant, les produits que sur la marketplace Facebook et même sur, le shop Instagram, mais rediriger vers votre site. Alors, la SACEM, propose une marketplace. C'est la même chose que pour les autres marketplaces. Alors, Maxime nous dit: «Le problème de Vinted, c'est qu'à un certain montant de vente, on paye une taxe dessus». Oui, en fait, toutes les marketplaces prennent des commissions, c'est comme ça, en fait, qu'elles font leurs chiffres et donc oui, ça peut proposer et apparemment, il y a pas mal de dysfonctionnements sur Vinted, depuis quelque temps. Alors, pour ce qui est de votre question, Edwige, à savoir que le site, c'est intéressant, mais qu'il y a des frais. Alors, si vous faites attention, une fois que le site est fait, vous avez, l'hébergement mensuel qui est entre 1 et 7 euros par mois en fonction de ce que vous avez pris et vous avez la réservation de vos noms de domaine qui sont le .com et le .fr, ça représente 20 euros par an. Donc en fait, en termes de commission, on est à des années-lumière de ce que vous auriez sur, une marketplace. Après, par contre, effectivement, la création de votre site a un certain coût. C'est pour ça que je disais, c'est un investissement long terme beaucoup plus rentable, mais c'est un investissement de départ. Le problème aussi, c'est que quand vous êtes sur une marketplace, on peut à n'importe quel moment vous enlever de la marketplace et à ce moment-là, vous perdez tous vos clients. Donc là, par exemple, justement, il y a quelqu'un qui disait: «On m'a enlevé certains de mes articles sur ma marketplace». Il faut savoir que, par exemple, il y avait une marketplace hyper connue, je crois que c'était, le nom ne me revient plus, c'était Little quelque chose et donc un jour, elle a fermé et moi, j'ai des clientes qui ont fait faillite parce qu'elles avaient 50 000, 60 000 personnes qui les suivaient et qui achetaient régulièrement sur leur compte et elles n'avaient pas de réseaux sociaux ou de site internet, donc personne ne savait où les retrouver et donc elles se retrouvaient du jour au lendemain avec plus rien, alors qu'elles vendaient, pour 6 000, 7 000, voire beaucoup plus tous les mois. Donc il y a aussi cette problématique-là que vous n'êtes pas, propriétaire de votre contenu. Voilà. Alors, les avis, Geneviève, vous pouvez aussi les avoir sur votre site internet, hein. Il n'y a pas forcément que, sur les sites, de type Vinted ou autre qu'il y a des avis. Alors, au niveau, je réponds à une dernière question, après je reprends. Alors, Céline parlait de la SACEM par rapport à la diffusion de musique sur un lieu public. Alors sachez que, si c'est par rapport aux droits sur les musiques, vous avez énormément de musiques qui sont libres de droit. Donc, si vous tapez musique libre de droit, vous pouvez trouver des musiques d'ambiance, où vous n'avez pas cette problématique-là. OK. Alors, pour ce qui est de la vente par collection, hop. Quand vous posez vos produits dans une boutique de créateurs ou dans un dépôt-vente, ce qui peut être intéressant à fournir à la personne qui va faire ces ventes-là, c'est un product board. Alors un product board, c'est quoi? C'est un document avec une fiche récapitulative pour chacun de vos produits, avec, ses valeurs ajoutées, les conseils d'entretien et cetera. Il faut savoir que, les vendeurs dans les boutiques de créateurs ou les dépôts-ventes, ils ont souvent une dizaine, une vingtaine, voire beaucoup plus, de créateurs différents et ensuite pour chacun d'entre eux, ils ont énormément de produits. Donc quand les personnes viennent dans ces boutiques et qu'on leur pose des questions, elles ne sont pas forcément en capacité de fournir ces informations. Donc j'ai eu une cliente qui me disait ça, qu'elle n'arrivait pas à se faire valoriser ses produits et donc on lui a créé un product board. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une fiche type sur Canva, elle les dupliquait, elle les complétait et ensuite elle les reliait avant de les envoyer en même temps qu'avec les produits. Et donc, elle s'est rendue compte que les ventes ont beaucoup augmenté grâce à ça. Donc là, vous allez avoir la possibilité vraiment, de mettre en avant vos produits et de faciliter le travail des vendeurs et donc aussi pareil, ils vont plus facilement mettre en avant vos produits parce qu'ils savent qu'ils ont les petites fiches. Donc c'est plus simple pour eux de vendre vos produits que ceux des autres personnes qui sont dans la boutique et c'est vrai que ça a un vrai impact sur le chiffre. Alors quand vous travaillez par collection, ça peut être des collections permanentes ou temporaires et d'ailleurs, c'est toujours bien de faire un mixte de plusieurs options et sinon, vous pouvez avoir donc des, collections saisonnières ou des collections tous les 3 ou 6 mois. Donc à voir en fonction de ce qui vous convient le mieux. Quand on se lance, souvent, on fait une collection permanente et après on fait une collection temporaire tous les 6 mois parce qu'on n'a pas la capacité de production et de création,
voilà, quand on est tout seul au début. Maintenant, c'est super intéressant d'avoir quand même cette collection temporaire, qui dure 6 mois parce que l'investissement en de temps pour rédiger les fiches produits et pour les photos et aussi pour la collection permanente, bah, c'est beaucoup plus rentable. Vous allez le diluer, en fait, sur chacun des produits que vous allez vendre. De la même façon, quand vous travaillez avec les boutiques, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à leur proposer des produits qui sont dans des collections temporaires ou permanentes, parce que les produits de board vont pas changer et aussi parce que si les produits vendent bien, la personne va vous en redemander. Et on en arrive du coup à la vente par lot. Alors vous n'êtes pas obligé, de travailler uniquement avec, des particuliers via toutes les méthodes qu'on a vues. Vous pouvez aussi vendre aux professionnels pour l'achat-revente. Si vos produits, sont bien vendus, si vous avez des product boards et cetera, vous devenez intéressant pour les boutiques qui font de l'achat-revente. Alors comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on les aborde? Ben, en général, on les aborde sur les réseaux sociaux. On leur propose au début, de stocker pendant quelque temps un petit échantillonnage de nos produits et quand ils voient que ça se vend bien, qu'avec le product board, c'est efficace, à ce moment-là, ils sont enclins à acheter des lots et donc, d'utiliser ces lots pour les revendre au prix de leur choix. Donc, la vente aux professionnels, ça peut se faire à des boutiques, par exemple. Imaginons que, vous fassiez Hem, des éléments de zéro déchet, voilà. Que ce soit, des éponges, des couches et cetera. À ce moment-là, vous pouvez rentrer en relation avec, des boutiques spécialisées dans ce secteur-là, qui, vont valoriser le Made in France, le local et cetera et donc ils vont être intéressés par le fait de vous racheter vos produits et de les revendre. Alors bien sûr, comme vous leur vendez un lot de produits, ils vont vous demander un tarif plus faible que celui que vous vendez à des particuliers. Donc il faudra bien calculer vos coûts, vos prix, mais ça peut être intéressant. En général, on fait une réduction sur les lots, donc à partir de 10 ou 20, on baisse de 5 10 20 le prix habituel. Et donc la personne ensuite peut le revendre. Il faut savoir que la personne, dans tous les cas, doit pouvoir marger à 2, c'est-à-dire vendre le double du prix qu'elle l'a acheté. Donc ça peut être vraiment intéressant pour vous, parce que vous avez au moins une garantie d'un certain nombre de produits qui vont être vendus. Vous pouvez également le vendre aux boutiques à l'étranger. Alors ça fonctionne de la même façon, vous allez les contacter via LinkedIn ou par mail et vous allez négocier avec eux. Aujourd'hui, la barrière de la langue, elle est beaucoup moins complexe. On a énormément de plateformes, de traduction et donc vous pouvez échanger, même sans parler la langue de votre interlocuteur. Par contre, pour pouvoir faire ça, pensez vraiment à créer un catalogue professionnel qui est, et quand je parle de professionnel, je parle vraiment de la forme et des photographies. Vous ne pourrez pas vendre à l'étranger si votre catalogue n'est pas nickel chrome. Si, les prix affichés, les informations données, s'il y a pas des codes, s'il y a pas le document à la fin pour pouvoir le remplir. Donc n'hésitez pas à aller voir les catalogues d'achat-revente de vos concurrents, ou même de grandes marques et de vraiment vous calquer dessus pour faire quelque chose de très propre et très professionnel. Les boutiques à l'étranger vont être forcément plus frileuses à l'idée d'investir dans une marque, sans garantie que par la suite elles vont pouvoir revendre, que vous allez pouvoir, vous redonner du stock si ça marche bien, si, les produits vont être qualitatifs et cetera et donc ils vont vous juger énormément sur le professionnalisme de la mise en page, des photographies, de votre logo, mais aussi la qualité du texte. Donc, n'hésitez pas à rapidement avoir une version en anglais que vous transmettez donc, après à n'importe quelle boutique à l'étranger, mais une bonne version en anglais et une version en français. Ensuite, vous avez la possibilité de vendre aux professionnels qui en ont l'usage directement. Par exemple, moi j'ai des clientes, elles faisaient de la vaisselle, donc de la vaisselle artisanale et elles vendaient des lots de 2-3 assiettes avec, 2-3 couverts, enfin 2-3 verres et cetera assortis. Et donc elles vendaient pas très bien, ça se passait pas super bien pour elles. Donc je leur ai proposé de faire des lots, de vaisselle plus importants, à la commande et de contacter des restaurants ou des hôtels. Et donc du coup, j'ai plusieurs de mes clientes qui ont fait ça et maintenant elles vendent aux particuliers, mais presque rien. Ce qu'elles font, c'est qu'elles vendent 2 ou 3 grosses commandes par an, parce qu'il leur faut le temps de les produire, mais on leur commande 60-120, lots en fait de vaisselle, donc pour des grands restaurants. Il y en a une qui l'a vendue aussi à une organisatrice de mariage
qui du coup, loue aux mariés, des lots de vaisselle et elle voulait quelque chose de très haut de gamme, et artisanal et donc elle lui a demandé 300 lots. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses à voir à ce niveau-là. Pareil, si vous vendez, hem, des serviettes, des peignoirs ou ce genre de choses, ben, ce qu'on on pense pas forcément, mais on peut vendre des lots à des spas, à des hôtels. Certains hôtels sont haut de gamme, laissent tout ce qui est, peignoir et cetera, aux clients. Ils repartent avec. Donc non seulement vous pouvez leur vendre un lot de grande quantité, mais vous pouvez aussi signer un contrat pour chaque année leur fournir un nouveau lot. Donc là, non seulement vous avez un revenu important, mais vous avez un revenu régulier. Et là aussi où c'est intéressant pour vous, c'est de favoriser les revenus où vous avez une fréquence, une régularité et donc une certaine assurance en fait. La vente par lot, vous pouvez également la faire avec des CE, donc les comités d'entreprise. Vous avez des comités d'entreprise qui vont, vous louer pour, une journée pour faire un atelier créatif ou alors, ils vont vous proposer d'acheter, pour par exemple, 50 du prix, mais un gros lot qu'ils vont offrir à leurs clients ou aux membres de leur équipe. Ou alors, ils vont proposer, aux membres de l'entreprise d'acheter des produits chez vous mais en fait, eux, ils payent que 50 du prix et l'entreprise paye les autres 50 et cetera, et cetera. Il y a pas mal de combinaisons très intéressantes, qui se font et donc selon ce que vous proposez, vous avez des choses qui peuvent, des belles synergies qui peuvent se créer. Alors Maxime demande: «Est-ce qu'on peut aussi les vendre avec des associations?» Alors les vendre, pour des associations? Alors j'imagine qu'effectivement les associations, si elles font des soirées ou des galas, pour remercier leurs donateurs, ça peut se faire, effectivement. Ça peut être aussi, des choses qu'elles achètent pour les revendre. Après je pense que les associations ont peut-être, selon ça dépend lesquelles, moins de pouvoir d'achat. Mais effectivement, ça peut être une piste très intéressante à explorer. Dans tous les cas, quand vous commencez à vendre par lot, pensez à la possibilité de sous-traiter la production. C'est-à-dire que vous, en tant qu'artiste, ce qui vous intéresse le plus, c'est de créer un modèle, le premier modèle, le modèle unique. Ça, c'est vraiment oh là, vous avez le frisson de la création et cetera et c'est intéressant. Très vite, vous risquez de vous lasser de reproduire tout le temps les mêmes modèles. Donc, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est, de faire un partenariat avec une personne qui a pas forcément les compétences créatives que vous avez, mais les compétences techniques et qui est en capacité de reproduire vos créations. Alors, ça ne fonctionnera peut-être pas dans tous les secteurs. Ça va dépendre, du domaine dans lequel par exemple, si vous êtes peintre, ça ne fonctionnera pas. On verra d'autres, façons de faire la même chose, juste après. Si vous êtes par exemple couturière et que vous créez des collections de vêtements pour enfants, une fois que vous avez fait les patrons, que vous les avez protégés, que vous avez sélectionné vos tissus et cetera, vous n'êtes pas obligé de faire vous-même la couture de chaque pièce que vous allez vendre. Vous pouvez vous créer un réseau de couturières, dont vous allez bien évidemment vérifier le travail et contrôler régulièrement qu'elles maintiennent ce niveau de qualité et leur envoyer vos commandes pour qu'elles les réalisent et qu'elles les envoient à vos clients en suivant vos critères, vos critères. Vous pouvez aussi, décider à un moment, même de passer, si vous avez énormément de commandes, par, une entreprise, qui va, faire ça de façon industrielle. Évidemment, heu, ça va être, pour une quantité plus importante. Mais, vous pouvez quand vous avez une demi-quantité, c'est souvent l'entre-deux en fait qui est difficile quand on est artisan et créateur. Quand on passe de, 10 commandes qu'on peut gérer à 20 commandes qu'on peut pas gérer, mais qu'on peut pas non plus, diffuser dans une industrie, il y a aucune, grosse société, enfin aucune usine qui va vous faire 40 pièces. Donc voilà, pensez à cette combinaison-là qui peut être vraiment intéressante. Pareil, voilà, pour les bijoux, souvent on se dit: «Non, mais ma valeur ajoutée, c'est que c'est moi qui le fais et cetera». Non, la valeur ajoutée, c'est la créativité, l'originalité de la création et souvent le cœur, et le soin du détail qu'on donne quand on commence, voilà. Mais rien ne nous empêche de briefer quelqu'un, de vérifier qu'il fait bien les choses et donc de prendre une aide. Voilà. D'ailleurs, certaines personnes que je connais,
quand elles étaient coincées et qu'elles ne pouvaient pas produire elles-mêmes, mais qu'elles avaient pas encore assez pour sous-traiter à une personne, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait, alors elle avait une activité un peu particulière, c'était simple, elle avait pris une stagiaire pour l'aider. Donc, elle avait pris une stagiaire et elle lui avait appris les techniques et en contrepartie, cette personne l'a aidée à faire certaines productions. Ça peut être aussi, si vous faites, une relation, équitable envers cette personne, vous pouvez aussi fonctionner comme ça. Voyons maintenant les offres possibles. L'offre, c'est-à-dire c'est la forme sous laquelle on va vendre son produit. Donc on l'a vu, on peut vendre, sous forme, d'unité, on va pouvoir vendre sous forme de collection, sous forme de lot, à des particuliers, des professionnels sur un site ou en présentiel ou en boutique. Vraiment, on a beaucoup de possibilités. Ce qu'on n'a pas vu, ce sont les formes un peu plus, complexes. Alors par exemple, on a les box. Les box, qu'est-ce que c'est une box? Une box, c'est en général une petite boîte en carton assez bien présentée, dans laquelle on va avoir un ensemble de divers produits et un livret avec un bel emballage. Imaginons que je suis une créatrice de bijoux. Je vais pouvoir proposer à mes clientes une box mensuelle où je lui mets 5 produits, 5 bijoux qui correspondent à sa carnation, c'est-à-dire à sa teinte de peau, et à ses goûts et qui sont parmi ma collection temporaire ou ma collection, heu, permanente. Bien évidemment, ça implique aussi que j'ai quand même une certaine diversité dans mes bijoux et que j'ai pas, tout le temps la même chose, hein, sinon ça ne va pas marcher. Et donc je lui propose de lui envoyer ça et je lui dis: «Ben, voilà, s'il y a, elle ne paye que ce qu'elle garde ou alors elle a ces 3 bijoux-là à un prix préférentiel parce qu'elle en a pris 3 que, voilà, en boutique, je fais plus 30 ou plus 35. Il y a plusieurs combinaisons possibles. Donc on peut faire, ben, elle me renvoie ce qu'elle veut pas garder ou on peut faire, ben, elle a le lot de 3 moins cher. Ça peut être également, je vends du thé et ben, au lieu de vendre mes sachets de thé, en vrac uniquement, je peux aussi proposer aux personnes de recevoir une box avec tous les mois une sélection de thé sur une thématique, des petits biscuits qui vont avec, un petit livret qui raconte l'histoire des thés. Sachez que ces petits livrets, si vous faites un très joli modèle, alors passez peut-être par un graphiste pour faire le modèle de base, mais une fois qu'il est fait, vous lui demandez de vous le faire sur Canva. Vous changez uniquement les éléments, vous remplacez le texte et vous l'imprimez. Sachez que dès que vous imprimez 40 ou 50, livrets, vous arrivez à moins d'1 € la pièce le livret. Sauf que c'est très qualitatif, ces petits magazines. Ça vous permet d'augmenter votre prix. C'est-à-dire que la valeur perçue, la valeur que votre client va donner à votre produit dans sa tête, et ben, elle va être supérieure à celle réelle de ce que ça vous a coûté. Donc ces petits éléments, c'est ce qui fait le charme de la box. C'est le joli emballage, l'ensemble de produits surprises dont on ne sait pas ce qu'on va recevoir, le petit livret et cetera. Si le sujet des box vous intéresse et le sujet des coffrets, je vous donnerai dans quelques instants la date et l'horaire du live où je parlerai vraiment de ces thématiques-là en profondeur. Alors, excellente question. On a Maxime qui demande: «Est-ce que ce n'est pas un risque si la personne paye après en disant qu'elle n'a pas reçu son produit?» Alors c'est très important dans le cas des box ou des coffrets ou autres, de mettre un suivi, voilà, un suivi de commande et comme c'est vous qui avez préparé la commande, vous savez très bien que les 3 bijoux étaient dedans et donc là, vous pouvez faire le suivi de commande. Quand on a des clients qui sont vraiment perfides et malheureusement ça arrive, vous avez une entreprise qui m'avait donné cette astuce et je la trouve géniale. En fait, quand ils font les colis, ils mettent une caméra au-dessus du plan de travail et ils filment toute la préparation et à chaque fois qu'ils ont fini un colis, ils se rapprochent de la caméra pour montrer l'étiquette et le nom et quand vraiment un client, est casse-pied, ils vont voir dans le stock des vidéos pour retrouver la vidéo où on les voit emballer, sceller le colis et mettre, l'étiquette de la personne. Donc là, il y a aucun moyen pour la personne, d'essayer de vous entourlouper. Ouh là, que de bonnes idées. Merci Geneviève. Alors, comment bien fixer ses prix dans ce cas-là quand on ne sait pas quand on sait qu'on va perdre une certaine partie via les promotions? Eh bien, en fait, on calcule son prix, c'est-à-dire tout le temps qu'on passe avec un tarif horaire normal, le coût en électricité, le coût en matériaux et cetera. Tout ce qui a en fait, tout ce qu'a coûté en fait le produit à produire, on inclut aussi, le carton pour l'emballage, le temps que ça va nous prendre aussi de l'envoyer. Si on offre les frais de port, il faut inclure les frais de port
dans le produit pour pas qu'on se retrouve, voilà, en déficit et ensuite on double ce prix et après on y ajoute la marge qu'on va retirer pour le professionnel. Voilà. Hem nin, ce n'est pas faut-il s'abonner à Canva Pro pour pouvoir réutiliser le livret fait par le graphiste? Alors, il le f on pourra je pense que non, parce que si le graphiste a Canva Pro, il a rentré ses propres polices, il a fait le montage et comme on est que dans de la duplication et de la modification, il me semble qu'on n'a pas besoin de Canva Pro. Après, c'est vrai qu'on est quand même assez limité sur la version Canva normale, mais bon, moi je suis graphiste donc forcément, déjà de base Canva, je le trouve très limité par rapport à aux logiciels que moi j'utilise comme Illustrator ou Photoshop. Donc forcément, je me sens peut-être un poil frustrée, donc si en plus je suis pas sur la version pro, mais je pense que non, en fait, si le graphiste fait les choses sur la version en tout cas, moi, mes clientes, quand je leur fais la version sur Canva Pro, je crois qu'elles n'ont pas la version Canva Pro, effectivement. Elles dupliquent mon modèle et donc il y a tous les éléments que moi j'ai mis dedans, avec mes propres polices, et cetera et donc même si elles sont pas rentrées sur la version gratuite, elles y ont accès. Le client peut invoquer un problème de transporteur. Ils sont riches en idées et le fournisseur reste responsable malheureusement. Alors le client peut invoquer un problème de transporteur, sauf que dans vos CGV, vous êtes censé mentionner le fait que, la personne ne doit pas ouvrir le colis s'il y a eu un problème, sur sur le carton et que à partir du moment où la personne a ouvert le carton, vous n'êtes plus, vous avez des responsabilités limitées. Donc normalement, la personne, elle voit le carton. Si le carton a un PET, qu'il est endommagé, la personne doit vous lui demandez par mail une série de photos, elle doit pas ouvrir le carton et donc une fois qu'elle vous envoie une photo du carton fermé, à ce moment-là, vous pouvez, décider si vous souhaitez ou pas qu'elle vous le renvoie et vous retournez vers le transporteur. Mais même si elle dit qu'elle a eu un problème de transporteur, vous, si vous faites un envoi suivi, vous avez la preuve qu'elle a bien réceptionné son colis et donc là, il y a pas de «J'ai jamais reçu mon colis» qui est possible. Le problème est récurrent depuis quelque temps sur Vinted, des clients qui reçoivent le colis vide. Alors, à nouveau pareil, le gros intérêt du colis suivi, c'est que ça vous l'avez pas, quoi. Après, il me semble que sur Vinted, c'est non, bah, franchement, je pense qu'avec le système de suivi, éventuellement le système de caméra, vous réglez quand même, la majorité des problématiques de retour. Après aussi, pareil, vraiment bien jouer sur les CGV, bien mettre, toutes les informations, doubler en mettant une FAQ sur la page contact, et donc après vous pouvez dire au client, en conformité avec, les CGV et les informations mises sur la FAQ et cetera et cetera et faites bien des mails pour qu'il y ait une traçabilité de tout. Il faut absolument vous avoir dans nos contacts, vous êtes une fée, c'est dingue. Oh merci, c'est très gentil Chagra. Alors, les autres, offres possibles, qu'est-ce que c'est? On a les coffrets. Alors, les coffrets, la différence avec les box, c'est un joli emballage, c'est un bel ensemble de nos produits, mais il n'y a pas de fréquence. En fait, la différence principale entre la box et le coffret, c'est la fréquence. La box, on va la recevoir tous les mois, tous les trimestres. Voilà, on peut les avoir aussi sur un cycle court. Par exemple, vous avez des cycles de box, grossesse. Alors ça, c'est le bon plan, parce que imaginons que vous fassiez des produits avec la grossesse et donc la personne quand elle tombe enceinte, elle s'abonne et elle reçoit c'est 6 box ou c'est 9 box grossesse. Alors, de tout le temps qu'elle comprenne qu'elle est enceinte, peut-être 6 box. Et donc là, en fait, qu'est-ce qui est super intéressant pour vous? Vous n'avez pas besoin de changer en permanence votre box. Normalement, quand tu as une box, ce qui est intéressant, c'est d'avoir de la nouveauté en permanence, qu'elle soit par trimestre ou par mois. Donc ça peut être un travail assez important, si on n'est pas bien organisé, si on n'a pas une bonne structure, de tout le temps renouveler. Quand on est sur des box, qui sont par cycle, comme un cycle de grossesse, un cycle de mariage ou autre, on a tout le temps les mêmes, en fait. On cherche des nouveaux clients et on fait fonctionner bouche à oreille, mais ces box, on peut en avoir énormément d'avance, c'est tout le temps les mêmes. Donc c'est hyper rentable, les box par cycle. La seule différence, c'est que, on peut pas avoir des gens qui restent abonnés pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, contrairement aux box qui changent tous les mois ou tous les trimestres. Mais, voilà, en fonction de vos préférences, ça reste super intéressant. Alors j'en reviens au coffret.
Le coffret, qu'est-ce qui est intéressant dans le coffret? Imaginons que, vous avez un bijou qui vient de sortir, qui est super à la mode, ça marche trop bien, vous le vendez bien. Vous en avez un autre, il fonctionne moins bien. Vous savez pas pourquoi? Parce qu'il est quand même assez joli, mais vous n'arrivez pas à le vendre et vous avez un stock sur les bras. Vous prenez un coffret avec un bel emballage, vous mettez le collier qui marche super bien, vous mettez le collier qui a du mal à marcher et vous mettez d'autres petits éléments pas chers qui ne servent pas à grand chose, mais qui ajoutent de la valeur et qui vous ont surtout coûté pas cher. Donc ensuite, vous le présentez comme un coffret qu'on peut s'offrir pour se faire plaisir ou qu'on peut offrir à quelqu'un, pour une occasion spéciale, coffret de Saint-Valentin, coffret de fête des mères, coffret de que sais-je. Vous avez énormément d'opportunités dans l'année pour jouer là-dessus et donc vous vous faites, une baisse de prix. C'est-à-dire que si vous aviez acheté, les 2 colliers ensemble avec les autres éléments, la personne elle aurait dû payer, imaginons, hein, 40 € et bien là, vous lui proposez le coffret avec le super bel emballage et les petits bonus, vous lui proposez à 30. Évidemment, auparavant, vous avez fait un calcul strict pour vérifier que vous rentrez dans vos frais. Donc là, vous gagnez de l'argent, vous vendez plus que vous ne vendez d'habitude et en plus, vous écoulez un stock d'un produit, dont vous n'arriviez pas à vous débarrasser. Donc là, les coffrets sont super intéressants pour ça. On parlera après des relations, et des partenariats et donc de ce qu'il est possible de faire aussi à ce niveau-là avec les coffrets. Mais en tout cas, le coffret, le secret du coffret, c'est de faire un ensemble de produits, des très appétissants et d'autres qui ont un peu moins, qui marchent un peu moins et l'emballage, soigner l'emballage et dans le live spécifique aux box et aux coffrets, je vous montrerai que faire un bel emballage, ça ne veut pas dire dépenser énormément d'argent. Enfin, dans les offres, il y a les abonnements. Je sais que je parlais tout à l'heure des box qui justement fonctionnent par abonnement ou par fréquence, mais on n'est pas obligé de faire un système de box pour faire un système d'abonnement. Par exemple, il y a une cliente que je connais, elle vendait des couches jetables. Alors donc bon, on n'est pas dans le zéro déchet, dans la créativité ou dans l'artisanat, mais c'est pour vous donner un bel exemple. Donc elle vend des couches et qu'est-ce qu'il y a de plus insupportable quand on est parent? C'est se retrouver en rupture de couche. Donc elle propose des abonnements et ces abonnements peuvent se modifier en fonction du moment où l'enfant, grandit, a des besoins différents, mais on reçoit en permanence des couches au fur et à mesure de nos cycles. On n'a plus besoin de se préoccuper de faire les courses, on se retrouve jamais en panne, on n'a pas besoin de se préoccuper des paiements et cetera. Tout est automatisé et donc je crois qu'aujourd'hui, elle vend 150 000 abonnements de couches par mois, un truc comme ça. Donc les fréquences peuvent être, on peut proposer plusieurs fréquences au client. On peut lui proposer une fréquence par semaine, par mois, on peut lui proposer, des cycles aussi, mais le gros avantage, c'est quoi? C'est que la personne, elle est abonnée. Donc il y a un paiement automatisé et une régularité. Donc quand on a un abonnement, on a une sorte de garantie, une matelas de sécurité. Alors ces abonnements, comme le précise Maxime, Amazon ou d'autres marques le font. Et effectivement, sur des produits comme les couches, on va avoir du mal à sortir du lot. Mais vous, vous êtes des artisans ou des créateurs, donc vous avez déjà forcément quelque chose de différent des autres. Donc il faut trouver la bonne combinaison entre votre art, vos capacités, de production et ces systèmes de vente-là. Mais il y a toujours moyen de faire des combinaisons. Donc si, le sujet, des box, des coffrets ou des kits, vous semble extrêmement intéressant, n'hésitez pas à me rejoindre sur le live, que je fais aussi avec Lady le mercredi 15 juin à 14h30 où là j'aborderai le sujet en profondeur. Je vous ferai découvrir plusieurs box que j'ai créées avec des clients, les visuels que j'ai créés pour eux, les combinaisons et les stratégies qu'on a mis en place. Mais vous verrez que, c'est plus accessible qu'on ne le pense et que vraiment ça peut être très intéressant. Maintenant, parlons d'un sujet, que j'adore, c'est le print on demand. Alors qu'est-ce que ça signifie? Pour ceux qui n'aiment pas l'anglais comme moi, ça signifie impression à la demande et ça fonctionne pour énormément de choses. Les marque-pages, les badges, les cartes postales, les tabliers, les goodies, en fait tout ce qui rentre dans le cadre des goodies, les tasses, et cetera. Alors imaginons que vous soyez, aquarelliste ou peintre, ou dessinateur.
ou tout autre type, ou imaginons que vous fassiez j'ai une cliente, elle fait des fées en laine feutrée, mais elles sont magnifiques ces fées. Donc elle fait faire une série de photos où on voit de sublimes fées en laine feutrée dans un environnement qui raconte une histoire. Donc vous avez ou des produits physiques ou des produits illustrés et vous allez pouvoir les programmer sur des sites, voilà, des sites d'imprimeurs qui vous proposent d'imprimer à la demande vos produits. Vous demandez ensuite à votre webmaster de brancher les modules de ces sites-là sur votre site internet. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous avez sur votre catalogue 60 produits d'impression à la demande. Vous avez donc un large choix et vous pouvez satisfaire énormément de clients. Vous avez ensuite la personne qui fait ses petites courses, elle passe la commande. Votre site encaisse l'argent et il envoie automatiquement la demande d'impression à votre imprimeur, plus la somme correspondante. Et vous gardez, la somme qui vous revient. Votre imprimeur va imprimer le produit et selon l'imprimeur que vous avez sélectionné, envoyer en marque blanche, c'est-à-dire sans son logo et ses sigles ou avec carrément vos propres logos et cibles ou avec les siens, ça dépend vraiment de l'abonnement et des accords et du type d'imprimeur que c'est. Mais c'est lui qui va se charger de la logistique, c'est-à-dire de l'impression, de l'emballage et de l'envoi. Donc vous, qu'est-ce que vous avez fait en fait? Vous avez passé un certain temps en amont à préparer vos produits et ensuite vous avez fait le branchement où c'est votre webmaster qui l'a fait. Et après, bah, rien du tout. Vous encaissez l'argent, c'est tout. Donc c'est vraiment un excellent moyen de rentabiliser, ses impressions. Il faut savoir que, quand on est créateur, ça prend énormément de temps de produire. Quand on est peintre, on ne peut pas faire un tableau chaque semaine, chaque jour, sauf si on est vraiment incroyablement rapide, mais il y a des fois des pannes de créativité et cetera. Et finalement, une fois que ce produit, il est vendu, même si vous l'avez vendu extrêmement cher, vous ne pouvez pas le revendre une deuxième fois. Et ça, c'est pas rentable pour vous. Donc c'est très important que vous ayez quand même cette notion de rentabilité. C'est vrai que, vous êtes des artistes, vous avez cette fibre artistique, et parfois tout cet aspect vente, ça peut être bloquant. Mais il faut vraiment, mettre l'accent sur la vente parce que, vous n'avez pas envie, voilà, comme de grands artistes, qu'on a eu pendant voilà, par exemple, vous prenez, les plus grands artistes qu'on trouve aujourd'hui au Louvre, la majorité d'entre eux, à leur époque, c'était ce qu'on appelle gentiment des crèves-la-faim. Donc vous n'avez pas envie, de valoir énormément d'argent après votre mort. Vous avez envie d'en profiter maintenant. Donc vraiment, pensez argent, rentabilité, c'est pas un gros mot, il y a pas de problème avec ça. Il faut que vous pensiez aussi à vous, même si vous faites quelque chose parce que vous adorez ça, parce que c'est un plaisir pour vous, ça veut pas dire pour autant que le rentabiliser, faire les choses comme il faut, parce qu'il faut faire les choses comme il faut pour vous, c'est mal. Hein, je précise ça parce que j'ai travaillé tellement longtemps avec des créateurs et des artistes et je sais que, c'est ce qui les freine le plus quand on parle d'argent. Donc, n'hésitez pas. Pour vous donner un ordre d'idée, un marque-page à imprimer à la pièce, selon la alors plus vous achetez en quantité, moins ça coûte cher. Donc forcément, quand vous les vendez à la pièce en print on demand, le prix à la pièce est plus élevé que si vous en achetiez un lot. Mais au début, quand vous testez le concept, voir si vos marque-pages y partent, c'est pas forcément super rentable pour vous d'en imprimer 1000 quoi. Vous ne savez même pas si vous allez en vendre un. Par contre, si vous commencez à voir que vous vendez beaucoup de tasses ou que vous vendez beaucoup de badges ou, beaucoup, pourquoi pas, de marque-pages, pensez à acheter des lots en grande quantité en amont et ensuite à les revendre après. Comme ça, oui, c'est vous qui vous occupez de la logistique, mais la pièce va vous coûter beaucoup moins cher. Pour vous donner un ordre d'idée, quand c'est de l'impression à la demande, le marque-page, il va vous coûter dans les 50 centimes, 60 centimes, voire jusqu'à 1 € en fonction du type de marque-page que c'est. Quand vous avez imprimé 500 pièces ou 1000 pièces, ça vous revient à 1 centime la pièce, voire moins. Vous pouvez avoir pour 40 € 1000 pièces, de 1000 marque-pages ou des choses comme ça, voire moins. Je vous conseille le site HelloPrint qui est très intéressant sur les marque-pages, les cartes postales et cetera et il faut être un peu strict avec eux et bien vérifier quand vous recevez le produit pour vérifier qu'il y a pas eu une erreur d'impression. Mais en règle générale, mes clients sont très satisfaits et leurs prix sont très intéressants. Il faut bien comparer les prix pour tout ce qui est tasses et badges.
Vous avez énormément de personnes qui vous proposent des choses, mais au niveau des prix, vous avez de tout, ça va du simple au double, parfois même 4 fois plus cher qu'un autre site, hein. Donc prenez le temps aussi de bien sélectionner les personnes à qui vous allez demander de faire, ce travail pour vous. Une autre façon de travailler avec le print on demand, donc le même système, créer des goodies, mais au lieu d'imprimer à la demande, vous faites des préventes. Donc vous ça c'est intéressant quand vous avez déjà une petite communauté sur les réseaux sociaux. Vous leur dites: «Ben voilà, j'ai fait un calendrier de l'avent». Alors si vous prévoyez de faire un calendrier de l'avent, vous faites les ventes du calendrier de l'avent en juillet et en août. Parce que les temps d'impression, puis de préparation des colis et d'envoi, c'est beaucoup plus long que ce que vous imaginez. Donc, vous créez le concept, vous trouvez tous vos fournisseurs et ensuite vous faites une super page de vente avec, plein de belles photos. Ce que vous voyez ici, ce sont pas des photos de produits qui existent vraiment. C'est-à-dire que ce sont ce qu'on appelle dans mon jargon à moi, des mock-up. C'est-à-dire qu'en fait, on est allé sur un site, on a mis l'image qu'on avait donnée à l'imprimeur et lui, il m'a fait un modèle de ce à quoi va ressembler l'impression. Donc du coup, on peut mettre une super page de vente où on met à quoi ça va ressembler une fois que ce sera imprimé, mais en réalité, ce n'est pas encore imprimé. Donc si par exemple, j'ai que 2 personnes qui achètent, ben j'annule les commandes, je rembourse les personnes et je dis: «Ben, je le fais pas». À contrario, si j'ai fait 100 ventes, ben, c'est bon bingo, ça me rapporte suffisamment et à ce moment-là, hop, je clôture les ventes. J'utilise l'argent que j'ai reçu pour payer les imprimeurs, tout imprimer, tout monter et tout renvoyer. Donc ça peut être intéressant pour vous si vous avez une jolie communauté. Vous vendez 20, 40, pourquoi pas je crois que là, ma cliente, elle vend 200 calendriers de l'avent chaque année ou elle fait des coffrets selon les périodes, coffrets, Saint-Valentin et cetera. Sinon, le print on demand, sachez que, les sites qui font des impressions à la demande, ils ont parfois des marketplaces ou juste pour leurs clients. Mais à nouveau, vous avez le même problème que sur Etsy ou ailleurs, c'est-à-dire qu'ils vous prennent des commissions, vous êtes noyés dans la masse, donc c'est à vous de faire le travail de visibilité, donc vous voyez vos clients sur votre boutique et ce qui est un peu embêtant, c'est qu'en fait, quand vous comme sur Etsy, quand vous envoyez votre client sur votre boutique, vous êtes jamais sûr que la personne après, elle voit pas les pubs pour d'autres boutiques en bas d'autres pages et qu'elle est venue pour acheter chez vous et qu'elle finit par acheter chez quelqu'un d'autre. Ce qui ne peut pas arriver sur votre propre site. Est-ce qu'il y a des questions sur ces parties-là ou ça c'est clair, avant que je passe, aux autres formes de vente et qu'ensuite j'aborde, une autre méthode de focus? Oui, c'est super clair? Tant mieux, parfait. Alors, on va voir maintenant les autres formes de vente avant de passer après sur les autres focus. Donc les autres formes de vente, sachez que vous avez la possibilité de travailler avec un commercial freelance sur commission. Alors, ça, on sait rarement que ça existe. Ils sont difficiles à convaincre et ils sont difficiles à trouver de bons commerciaux freelance, mais c'est hyper rentable pour vous. Par contre, ils ne travailleront pas avec vous si vous n'êtes pas en capacité de produire une certaine quantité et ils vont vendre aux boutiques, ou aux entreprises. Donc imaginons par exemple vous faites, des peignoirs, de magnifiques peignoirs et vous vendez plutôt bien et vous vous êtes créé un petit réseau d'autres couturières qui font bien le job et donc quand vous vendez bien les peignoirs et que vous avez un afflux de commandes, vous savez que vous pouvez compter sur elles. Vous contactez des commerciaux freelance et vous en cherchez un qui a, déjà dans son portefeuille, c'est-à-dire alors un portefeuille pour un commercial, c'est un carnet d'adresses grosso modo, des gens avec qui il est en relation et vous en cherchez un qui travaille déjà avec les hôtels et vous lui dites: «Voilà, moi ce que je vous propose, vous me vendez mes peignoirs aux hôtels et tous les ans du coup, vous vous arrangez pour que le contrat se renouvelle et je vous fais gagner 10 sur le prix de vente. Si vous me vendez plus de telle quantité et ben, ce sera 20. Ce qu'il faut, c'est que ce soit alléchant pour lui, que ce soit très intéressant. Donc il faut que le prix soit suffisamment élevé à la pièce et qu'il y ait une notion de régularité ou une commission assez importante. Parce que lui va passer énormément de temps à négocier et si après il peut pas clôturer la vente, il a travaillé à perte. Donc il faut que quand ça se négocie, ça se finit bien, ce soit intéressant pour lui. Mais vous, le gros avantage que vous avez, même si vous passez du temps à négocier et à trouver un commercial freelance ou plusieurs pour négocier vos contrats, c'est qu'une fois que vous l'avez fait, ben, cette personne, vous la payez que quand vous encaissez. Donc c'est tout bénef pour vous.
Ensuite, vous avez la vente à domicile façon réunion Tupperware. C'est vrai alors, mais c'est vrai que sur ce type de vente-là, vous avez quand même des réglementations spécifiques. Je pourrais pas vous donner le détail exactement parce que je suis, voilà, dans la communication et dans le graphisme et le web, donc pas juriste. Mais sachez qu'il y a certaines réglementations spécifiques dont il faut tenir compte. Donc renseignez-vous auprès de personnes qui ont vraiment les qualifications nécessaires. Mais la vente à domicile façon Tupperware, ça marche super bien. C'est pas pour rien que, Tupperware, Thermomix et tout le tralala, marchent depuis déjà de longues années. En fait, comment on fonctionne? On fonctionne sur le fait qu'on va aller chez les gens, on va leur demander d'inviter des personnes et on va leur faire un tarif préférentiel sur les produits, parce que, ils ont organisé une vente chez eux. Donc vous créez une animation et cetera et vous donnez de la valeur, et du temps à chaque cliente ou à chaque client, pour lui proposer les produits, peut-être faire une démonstration sur le type de création que vous avez et en contrepartie, les gens, vous passent des commandes. Alors, il faut cadrer je ne sais pas si vous avez déjà fait une réunion Tupperware. Si c'est pas le cas, faites-en une pour voir comment elle cadre. Vous pouvez aussi en faire une Thermomix. En fait, déjà la personne avant de venir chez vous, elle vous a cadré, elle vous a demandé de trouver des copines, elle vous demande, de confirmer avec elle. Elle va venir chez vous éventuellement pour vous montrer comment animer les choses et cetera. Vraiment, c'est bien organisé. Il faut vraiment que vous fassiez le même système parce que sinon vous allez juste perdre votre temps. Si vous allez chez les gens sans les avoir cadrés, sans leur avoir donné une notion de: «Il faut que tu aies fait ton job aussi et il faut que j'ai des ventes, je viens pas pour rien», la personne ne va pas vous respecter. Vous allez passer énormément de temps à vous déplacer, installer le temps et parler avec les personnes, mais vous allez pas faire un chiffre d'affaires suffisant. Donc ça, c'est comme très souvent, hein, il faut, cadrer, organiser en amont pour que ce soit vraiment intéressant pour vous. Mais sachez que, les réunions Tupperware, quand c'est bien fait, avec un bon réseau et des gens qui ont un bon réseau social aussi, ça marche super bien. Et enfin, la prospection directe par téléphone ou en présentiel, c'est intéressant pour vous quand vous vendez aux pros, pas quand vous vendez aux particuliers, hein, clairement. OK, alors sachez que, si les méthodes de vente vous intéressent, j'avais Ladi a vu avec moi pour 4 lives. Donc le mercredi 6 juillet à 14h30, je vais aborder le sujet de se réconcilier avec la vente, c'est possible et on va parler de toutes les méthodes de vente. Alors, faisons un petit focus maintenant sur votre savoir. Sachez que ce que vous savez faire, ce que vous avez appris, ça se commercialise aussi. Vous n'êtes pas obligé de vendre que votre production. Et attention, ce n'est pas parce que vous vendez vos productions et votre savoir que vous allez perdre en valeur vos produits. Mes clientes, quand je leur propose de faire des ateliers ou des kits, j'aborderai un petit peu le sujet après, elles me disent souvent: «Ah oui, mais si je fais des ateliers ou des kits, pourquoi les gens m'achèteraient mes produits en eux-mêmes?» Clairement, même si vous faites des ateliers ou des kits, il y aura pas 3 de vos clients qui vont arriver à avoir le niveau que vous avez. Vous êtes des créateurs, des artisans, vous faites ça depuis longtemps. C'est impossible, en fait, pour une personne qui achète un kit ou qui suit 2-3 cours, d'arriver à d'arriver au niveau que vous avez. Donc vous n'allez absolument pas perdre en valeur en vendant des kits et vos produits finis. En fait, j'ai même envie de vous dire que, vous allez plus vendre des produits finis parce que ceux qui vont acheter des kits et qui ne vont pas y arriver, vont valoriser votre travail et se rendre compte que c'est pas si simple. En plus de ça, moi, ce que je vous recommande, c'est de proposer vos créations, heu, bien évidemment différentes. C'est-à-dire que vos kits, vous faites des kits pour débutants, même pour milieu intermédiaire et avancé, si vous avez des gens qui vont vous acheter tous vos kits de débutants. Mais clairement, ça ne va pas être les mêmes modèles que ce que vous vendez. Au contraire, vous allez pouvoir vendre vos créations finies plus cher. Donc voilà, ça c'est intéressant. Après, il y a le système d'affiliation. Qu'est-ce que c'est l'affiliation? Je suis une couturière. Je vends, je suis hyper bonne en patron, donc je vends des patrons et je vends des kits aussi de couture avec les patrons, les coupons déjà découpés et cetera. Et ben, j'ai forcément un blog ou une chaîne YouTube où j'explique comment on coud les bases de la couture pour attirer du monde et ensuite leur vendre mes patrons ou mes kits. Donc qu'est-ce qui m'empêche de faire un partenariat avec une grande marque de machines à coudre et une grande marque un site où ils vendent des tissus? Et du coup, de faire leur publicité contre de l'argent ou de mettre des liens affiliés, c'est-à-dire que quand les gens achètent des choses sur leur site en ayant cliqué sur mon lien, je touche un pourcentage sur les ventes.
et ça que j'ai un blog, un podcast ou un magazine, papier. Donc vraiment n'hésitez pas, à penser à rentabiliser aussi votre savoir-faire, à vos le nombre d'abonnés que vous avez sur les réseaux sociaux, sur votre blog, votre chaîne YouTube et cetera. Après, il y a les formes de vente. Vous avez les kits. Les kits, c'est quoi? C'est un joli emballage avec tous les éléments pour faire un loisir créatif ou en tout cas arriver à un résultat précis. Donc, ça peut être un kit de coloration, un kit d'après-rasage ou un kit pour faire, un bijou ou un kit pour faire, un bavoir pour son enfant. Enfin, vraiment, il y a tout en kit. Mais vous avez fourni l'ensemble des fournitures nécessaires et pour sortir du lot, je vous recommande de soigner l'emballage et de faire un tutoriel vidéo. Donc ne faites pas un tutoriel ou ne en tout cas ne faites pas que un tutoriel PDF avec des photos, et du texte. Prenez le temps de faire une vidéo et à nouveau, n'ayez pas peur. C'est pas compliqué de faire une vidéo où vous montrez comment, faire le loisir créatif ou la création. En fait, vous positionnez votre caméra, vous avez des petits bras, articulés même pour mettre un téléphone. Vous trouvez ça entre 18 € et 25 € sur Amazon, par exemple. Vous, vous serrez le bras articulé sur votre table et vous placez votre téléphone dans la petite encoche et vous placez le téléphone juste au-dessus de vos mains. Vous lancez la vidéo et puis, vous vous montrez tout, bien sur la vidéo. Si c'est un appareil photo, c'est encore mieux parce que vous pouvez brancher votre appareil photo sur votre ordinateur et voir en même temps que vous filmez voir la vidéo pour vérifier que vous êtes nickel. C'est d'autant plus simple, il faut se l'avouer. Mais du coup, ça vous permet, voilà, de filmer, vos mains pendant que vous faites la manipulation et vous n'avez pas forcément besoin de parler, puisque si vous vous livrez avec un PDF explicatif avec les photos et le texte, vous pouvez juste montrer les gestes. Et donc ça règle le problème de son qui est le problème principal des vidéos. Sinon, ben, si vraiment ça marche bien pour vous les kits, vous avez des micros comme, la marque, hem, Blue qui est vraiment pas mal. C'est une marque, qu'utilisent énormément les youtubeurs pour les casques, pour les micros et voilà, vous investissez alors c'est un petit investissement, vous avez entre 100 et 150 € selon le modèle que vous choisissez. Le son est bien, c'est pas horrible, c'est pas non plus, le cinéma, mais on s'en fiche, c'est un atelier. Assurez-vous juste que ça crachote pas, qu'on n'entende pas des grincements ou des bruits comme ça. Et pareil, vous avez pas vraiment de montage à faire puisque, au pire, vous allez couper 2 centimètres de enfin 2 minutes de vidéo au début et à la fin, quand on voit lancer la vidéo ou la fermer. Ça, même avec Canva, vous pouvez le faire très, très simplement en 5 minutes chrono. Donc vraiment, la première fois, vous allez galérer, la deuxième fois, ça va être beaucoup plus simple et la troisième fois, ça se passera comme sur des roulettes. C'est comme quand vous apprenez à faire du sport. Vous avez des courbatures au début et après vous vous demandez pourquoi ça a été si compliqué. Finalement, maintenant, c'est si simple. Donc voilà, les kits, c'est hyper rentable, sachez-le. En plus de ça, si vous vendez bien les premiers, vous pouvez faire plusieurs niveaux de kits. Du coup, ça engage les personnes à acheter plusieurs kits, et pourquoi pas passer au débutant intermédiaire. Le secret, c'est que le kit doit être super bien fait, comme ça la personne, elle atteint le résultat prévu et ça lui donne envie d'en racheter. Vous pouvez aussi vendre des produits, numériques, des e-books ou des audios. Alors ça dépend de votre activité. Ça dépend vraiment de votre activité. À calculer. Par exemple, j'ai des clients, qui vendent des méditations enregistrées ou des e-books, qui sont des petits cahiers de travail pour certaines thématiques. J'ai, une cliente qui est peintre aquarelliste. Et ben, elle vend ses créations en imprimé. Elle fait aussi des bijoux où elle imprime en grande série ses aquarelles et en fait, elle les passe sous résine et donc elle vend, des collections de bracelets manchettes, en aquarelle et puis également, elle va vendre, ses aquarelles, sous forme de petits cahiers pratiques, avec les recettes de ses aquarelles, donc c'est des e-books. Je crois qu'elle vend aussi des kits d'aquarelle. Voilà, donc elle vend pas mal de choses, voilà. À nouveau, la notion dont je parlais au début de ce live, j'ai commencé avec une activité, puis au fur et à mesure, j'en ajoute d'autres. C'est aussi possible de voir les formes de vente comme les livres. Les livres, ça existe aussi en print on demand sur Amazon, par exemple. Vous avez ce qu'on appelle KDP Amazon, qui vous permet de faire le design de votre livre et ensuite de l'imprimer à la demande. Moi, personnellement, par exemple, mon livre, c'est comme ça que je le vends.
ça me permet de le vendre pas cher. Donc je l'ai écrit, je l'ai mis en page, je l'ai mis sur KDP et donc les personnes, elles peuvent le commander, c'est imprimé et envoyé en fonction de ça. Vous avez aussi les cours en ligne, que ce soit à la carte pour des petits programmes ou des grands programmes. Par exemple, si vous êtes aquarelliste, réussir à faire bien ses feuilles, c'est un cours à la carte. Réussir à faire de jolis coquelicots, c'est un cours à la carte. Les bases de l'aquarelle, c'est une formation, un programme où il y a beaucoup plus. Et enfin, vous avez les ateliers en présentiel, bien entendu. Alors ça, les ateliers en présentiel, vous pouvez voir avec votre mairie pour avoir un local pas trop cher. Vous pouvez directement vous arranger avec la personne qui vous a acheté, l'atelier, donc ça peut être chez une personne, ça peut être aussi, dans une association ou, dans les locaux de l'entreprise qui vous a commandé un atelier, voilà, spécifique. Vous savez, vous avez des startups qui organisent des ateliers pâtisserie, donc pourquoi pas un atelier créatif? Surtout dans les boîtes créatives, vous participez à ce qu'on appelle le team building. Ce sont des activités qui ne sont pas en lien direct avec le travail, pour souder et favoriser les liens au sein d'une équipe. Et souvent, ce sont des activités de type sport ou créative. Et enfin, si vous êtes vraiment bon dans votre secteur, vous pouvez parfaitement faire de l'accompagnement comme du consulting ou du coaching. Donc vous pouvez donner des cours particuliers ou, pourquoi pas enseigner dans une école. Donc moi j'ai une cliente, elle a pas de diplôme particulier, elle a pas fait les beaux-arts, mais elle a un coup de pinceau à tomber par terre et donc elle fait du coaching pour des artistes qui veulent progresser et elle donne aussi des cours dans une école des beaux-arts et finalement, bah, c'est juste son talent qui lui a servi de carte de visite. C'est possible aussi par exemple si, on fait des meubles en décoration. Et puis, ben, on peut parfaitement proposer à nos clients, de faire un consulting de décoration d'intérieur et de leur proposer nos différents produits pour concevoir, une pièce à partir des produits qu'on propose. Vous avez Maisons du Monde qui fait ça en partenariat avec une, Rénov'. Donc, la personne, elle dit: «Ben, voilà, moi je veux un salon, Maisons du Monde. J'aime tel style, telle couleur» et donc, le décorateur d'intérieur de chez Rénov', il construit la pièce avec tous les produits de Maisons du Monde. Donc voilà, c'est parfaitement possible de faire, un équivalent à votre hauteur. Enfin, le dernière façon de bien, vivre de sa créativité, c'est de se focaliser sur son réseau. C'est tout à fait possible de faire ce qu'on appelle le dropshipping manuel. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le dropshipping, ça consiste à installer un petit plugin sur son sur son site, de se connecter son site à, par exemple, AliExpress, qui est un site, où il y a énormément de produits chinois et donc on va aller, choisir: «Ah ben, dans mon site, je vais proposer ceci, ceci, ceci» et en fait, on branche, c'est un peu comme le print on demand, sauf qu'on est connecté à des boutiques d'autres personnes et donc du coup, par exemple, imaginons, moi, je suis un centre, de spa. Je suis un spa et je propose des prestations de spa normales. Mais j'ai une boutique en ligne où on peut acheter un tapis de yoga, des bougies parfumées, ce genre de choses. Je vais pas les acheter et les stocker et je les vends pas en présentiel, donc qu'est-ce que je fais? Je me connecte à AliExpress, je trouve un fournisseur qui me convient, je branche à mon site et puis, je mets dessus, que les bougies, elles coûtent 6 € et moi je les ai payées 3 € et pareil, c'est l'entreprise qui va se charger d'envoyer en marque blanche, sans leur logo ni rien, les produits que la personne a commandés. Il faut bien, bien, bien choisir ses fournisseurs quand on fait ce genre de choses. Puis beaucoup de gens considèrent que c'est pas éthique. Ça, c'est une affaire personnelle. Mais en tout cas, le dropshipping, c'est comme ça que ça marche. Moi, aujourd'hui, je vous parle pas de ça. Vous êtes des artistes ou des artisans. Donc, c'est vrai que logiquement parlant, vous pourriez compléter votre catalogue de cette façon. Donc, par exemple, si vous, créez des bijoux et que vous avez envie, d'étaler un petit peu votre catalogue, ben, vous pourriez aussi proposer des sacs, ou des écharpes et donc dans ce cas-là, comment est-ce que vous pouvez faire? En gardant votre valeur. Parce que forcément, vous, vous êtes artisan ou créateur, donc vous ne pouvez pas mettre du made in China au milieu de vos produits. Sinon, du coup, qu'est-ce qui prouve à votre client que vos produits à vous, c'est de l'artisanat? Donc en fait, vous faites ce que j'appelle du dropshipping manuel. Vous prenez contact avec d'autres créateurs et artisans qui sont dans des domaines qui vous intéressent. Donc, par exemple, vous vendez des chaussures de mariage, hop, elle vend des robes de mariée, hop, vous trouvez une autre personne qui fait des costumes de mariage et vous faites une synergie ensemble. Donc déjà, premièrement, vous pouvez faire une synergie sur les photos.
Vous payez, ensemble les mannequins et le photographe et pourquoi pas le lieu. Ça vous coûte 10 fois moins cher, vous avez tous de belles photos professionnelles. Premier accord intéressant. Deuxième chose que vous pouvez faire, vous proposez, des lots. C'est-à-dire que votre client, il vient vous voir pour un mariage, vous lui vendez la robe de mariée, vous lui dites: «Ben, vous savez, je travaille avec quelqu'un qui est génial sur les costumes de mariage. Est-ce que vous voulez que je vous donne ses coordonnées, pour le costume, du marié?» «Ah ben top, parfait» et donc vous, lui dites de dire à la personne qu'elle vient de sa part et en contrepartie, la personne va lui faire une réduction de 5 et à vous, elle va vous donner une commission. Évidemment, il faut fonctionner dans des relations de confiance. S'il y en a un qui arnaque l'autre, ça va pas durer longtemps. De la même façon, vous pouvez le faire sur votre site. Vous proposez sur votre site les produits de l'autre personne et quand vous recevez une commande, hop, vous prévenez l'autre personne, vous lui dites: «Ben voilà, j'ai reçu une commande et il y a ton produit dedans». Et donc la personne, hop, elle se charge d'envoyer cette commande aussi dans un autre colis et donc de s'assurer que, ce soit en marque blanche, elle va pas se faire sa pub et tout ça. Vous avez des arrangements comme ça. Pourquoi c'est intéressant pour vous? Bah, parce que vous pouvez vendre plus, vous pouvez créer des synergies et mélanger vos communautés. Vous pouvez aussi vous rendre service. Vous pouvez payer moins cher certaines choses et cetera et cetera. Le plus intéressant, c'est de travailler avec des gens qui sont pas très loin de chez vous. Comme ça, vous passez vous ou elle, elle passe, elle vous apporte le produit et vous l'ajoutez dans la même commande et vous avez pas de problème de frais de port, c'est sûr. Mais il y a des combinaisons autres qui peuvent se faire. Donc vraiment, le dropshipping manuel, ça peut être super intéressant, que ce soit sur les sites des autres pour vos propres produits ou sur votre site avec le travail des autres. Donc et évidemment, ça peut se faire via des marketplaces si vous n'avez pas un site. Rien ne vous empêche quand même de rentrer les fiches produits de l'autre personne. Mais du coup, il faut que cette personne soit d'accord sur le fait qu'elle va vous donner une commission et qu'en plus, il va y avoir la commission de la marketplace et là, ça devient de moins en moins rentable. En tout cas, pensez aux synergies, aux partenariats. Pareil, vous pouvez faire un coffret, ou un calendrier de l'avent avec plein d'autres personnes. Donc quel est l'intérêt? Bah, c'est que vous allez vendre beaucoup plus en termes de quantité et vous avez plus de communauté pour vendre. Attention de ne pas mettre trop de monde dessus non plus, mais ça reste intéressant. Vous pouvez également le faire en commun avec des box. Par exemple, je vends du thé, tu vends des biscuits, je vends du thé, tu vends des sucettes, je vends des écharpes, tu vends des sacs. Vous voyez? Il y a des combinaisons qui peuvent se faire. Et bien entendu, ça peut tout à fait fonctionner sur toutes les autres formes de vente en groupant des produits, des services et ceux des autres. Je vends des massages, tu vends, des séances de yoga. Bon, c'est pas pour les créateurs et les artisans, mais vous avez compris le concept. Alors, je vous parlais tout à l'heure, du livre que j'ai écrit. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour vous? Tout ce que je viens de voir avec vous, à savoir toutes les ventes, les formes de vente que vous pouvez utiliser. Elles sont soumises à une chose extrêmement importante et en tant que créateur et artisan, c'est très, très important, dès le début, de penser à cet élément clé qui s'appelle la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, qu'est-ce que c'est? C'est la réponse à la question: «Pourquoi doit-on acheter chez moi et pas chez les autres?» Alors l'idée, c'est pas de dire, «Je veux qu'on achète que chez moi et qu'on n'achète jamais rien chez les autres». Bien que ça peut être intéressant pour vous, hein, mais en tout cas, l'idée, c'est pourquoi est-ce qu'on achèterait chez moi? Quand on est artisan et créateur au démarrage, surtout si on est dans un domaine où, d'autres personnes font, des choses assez similaires, il faut se trouver des raisons. Des raisons de et parce que ces raisons, c'est celles que vous allez mettre en avant quand vous allez vendre. Parce que si vous-même, vous n'avez pas la réponse à cette question, c'est pas votre client qui va le trouver. C'est à vous de la trouver et de la mettre en avant. Par exemple, vous vendez des bijoux créés en pâte polymère et vous savez que votre style artistique, même si vous faites des finitions de meilleure qualité, votre style artistique, il est assez proche de 2 ou 3 autres personnes. Ou voilà, vous avez, vous faites du zéro déchet et aujourd'hui énormément de monde fait du zéro déchet. Alors comment est-ce que vous allez sortir du lot? Eh bien peut-être que par exemple, vous vous rendez compte que vos concurrents, ils mettent super longtemps à livrer. Comment est-ce que vous pouvez faire pour vous livrer très rapidement? Ils ont souvent toujours la même forme de vente, à savoir la vente, à l'achat unique. Est-ce que vous pourriez pas faire des box ou des coffrets? Il y a toujours, quand vous faites du zéro déchet, souvent c'est des motifs fleuris. Ben, moi j'ai une cliente, elle fait du zéro déchet rock and roll, hard rock et tout, avec des têtes de mort, des trucs, des roses, des guitares électriques et tout. Donc elle marche super bien parce que je crois que c'est la seule qui le fait.
Après, j'en ai une autre, elle fait du zéro déchet, mais que pour les jeunes parents. Il y en a une autre, elle fait des vêtements évolutifs, c'est super à la mode, l'année dernière, j'ai fait au moins 5 ou 6 sites de vêtements évolutifs. Bon, bah, les vêtements évolutifs, mais chacune de mes clientes, elle a trouvé un point différent et on a mis alors ça peut être leur univers et donc les tissus qu'elle sélectionne. Ça peut être la qualité des finitions, parce que souvent dans le zéro déchet, il y en a beaucoup qui soignent pas le produit, qui vont pas jusqu'au bout et donc du coup, qui font des produits assez basiques. Ça peut être aussi, les conseils qu'on donne en plus. Par exemple, j'ai une cliente, elle, met des tutoriels vidéo pour tous les produits qu'elle vend. Ça peut être aussi, le fait que vous répondez bien à toutes les questions, que vous êtes rapide et cetera et cetera. En fait, vraiment, il y a énormément de pistes pour arriver à avoir une bonne valeur ajoutée, mais il faut absolument répondre à cette question et comme c'était quelque chose de très important pour mes clients, j'ai écrit un livre là-dessus, mais j'ai pas écrit un livre basique avec juste des informations, j'ai écrit un cahier pratique. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas lire, vous allez aimer ce livre parce qu'il est uniquement sous forme de quelques informations clés et que des questions de réflexion, des astuces. Vous avez plus de 180 pistes à regarder pour, vos valeurs ajoutées. C'est classé en 8 scénarios. La thématique, c'est de trouver une méthode pas à pas à votre rythme. Vous avez des vidéos explicatives pour, faciliter votre compréhension. Vous avez des éléments à compléter, pour pousser vos réflexions et c'est déjà dirigé. Donc c'est des outils, même si par exemple l'outil vous semblait impossible à utiliser comme le SWOT, je vous l'ai pré-mâché et vous l'avez directement. Et vous avez des informations clés qui sont illustrées. Sachez que ce livre est écrit au féminin, parce qu'en fait 95 de mes clientes sont des femmes. Mais nous, les femmes, on arrive très bien à lire les livres au masculin, donc j'ai des clients masculins qui sans problème achètent le livre et arrivent à le lire. Donc sachez-le, en plus de ça, je l'ai vraiment mis à un prix assez bas pour que ce soit accessible. Je vais augmenter le prix dans quelques semaines. Donc jusqu'à encore quelques semaines, il est disponible à 14 € sur Amazon. Vous tapez juste valeur ajoutée, vous pouvez le trouver. Vous avez même un extrait d'une dizaine de pages. Bon, j'ai fait ma pub, mais il n'empêche qu'il est vraiment bien ce livre. J'ai eu d'excellents retours. Sur les 400 lecteurs, ça a été vraiment j'ai eu d'excellents retours. Donc, alors Geneviève pose la question: «Est-ce qu'il est disponible sur ailleurs que sur Amazon ou pas?» Alors, comme je parlais tout à l'heure de print on demand. Pourquoi le livre il est à 14 € Parce que justement, il est à l'impression à la demande et il y a que Amazon qui le propose à l'heure actuelle. Donc du coup, pour pouvoir, éviter de devoir vendre une fortune le bouquin, je l'ai mis sur, Amazon et il est disponible que là. Je sais que vous, en tant qu'artisan et que créateur, vous approuvez pas forcément Amazon, mais au niveau des prix, moi, c'était impossible d'imprimer 3000 exemplaires et de les stocker pour pouvoir vous les envoyer. Donc ce système-là, ça me permet de vous offrir un livre pas cher. Le print on demand ou l'impression à la demande, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, Maxime, c'est une commande est passée, l'imprimeur imprime l'exemplaire et vous l'envoie. Alors que normalement, sur les livres, on commande à l'imprimeur 2000 ou 3000 exemplaires, on les stocke et quand la personne l'achète, on le lui envoie. Mais donc du coup, il a fallu dépenser une forte quantité d'argent et si on vend pas tous les exemplaires, on s'en sort pas, donc c'est pour ça on vend beaucoup plus cher les livres, pour garantir que même si on les vend pas tous, on s'y retrouve. Voilà, Geneviève dit: «Je suis pas trop fan d'Amazon». Je sais, beaucoup de mes clientes ne sont pas fans d'Amazon, mais voilà, à un moment, moi, ma valeur ajoutée, c'est que j'essaie d'être toujours, accessible à mes clients et leur permettre d'avoir des outils pour vivre de leur passion à des prix pas chers et donc ben, du coup, je fais des choix qui vont en fonction de ça. Bon, j'espère que ça t'empêchera pas d'acheter le livre, mais en tout cas, voilà, il est disponible que dessus pour l'instant. Alors, est-ce que vous avez des questions? On a vu quand même pas mal de choses dans ce live. Il était un peu plus long que prévu, mais j'espère que vous avez trouvé, toutes les informations dont vous aviez besoin. Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient pas claires? Admettons les personnes qui font du dropshipping sur leur site internet, comment cela fonctionne? Donc tu fais un partenariat avec une personne, on est d'accord que là tu parles d'un dropshipping manuel, hein? Tu parles pas de AliExpress? Oui. Tu fais un partenariat avec cette personne, je te conseille vraiment de, faire un contrat.
Donc voilà, tu dis avec cette personne: «Je veux, proposer tes produits sur mon site, il y a tel et tel produit qui m'intéresse. En contrepartie, si la vente se fait sur mon site, j'aimerais que tu me donnes 20 du prix de vente». La personne dit elle réfléchit, vous dit: «Bon», vous négociez, hop, vous fixez. Vous signez le contrat et elle t'envoie les photos et le texte, tu les rentres comme des produits sur ton site. À chaque fois que c'est vendu, tu donnes, la somme moins 20 à la personne, moins aussi, les taxes, hein, bien évidemment et donc du coup, elle te donne le produit et tu l'ajoutes à la commande. Vous devez avoir dans le contrat et dans les accords, ben, vous devez décider à l'avance si la personne, elle l'envoie directement à ton client ou si elle te l'apporte pour que tu l'envoies. Si, si qu'est-ce qui se passe si, il y a eu une rupture de stock, elle t'a pas prévenu et cetera et cetera et il faut évidemment que le contrat soit suffisamment bordé pour couvrir tous les conflits possibles. Donc après, il faut le mieux, la première fois, c'est vraiment de travailler avec quelqu'un à qui on a avec qui on a confiance, mais ça ne remplacera jamais le contrat. En fait, il faut savoir que tout ce qui est dit à l'oral peut être oublié, déformé, incompris autrement. Donc pensez vraiment toujours à tout écrire et à signer. Ça, en fait, ne serait-ce que psychologiquement, la personne en face de vous, elle se sent plus engagée vis-à-vis de vous si elle a signé et ensuite, vous avez une traçabilité de tout. Donc: «Ah non, mais moi j'avais pas compris ça». OK, je comprends que tu n'aies pas compris ça, mais comme tu peux le voir à tel paragraphe du contrat, il est écrit ta 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 ta. Donc du coup, c'est ce qui était convenu. Donc cette fois-ci, on va faire comme ça, mais si tu veux, on peut modifier le contrat pour que la prochaine fois, ça se passe autrement et vous faites ça pour tout, 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 tout. Pareil, quand vous avez des conflits avec un client, ça se passe par mail, pas par téléphone. Pourquoi? Parce qu'il y a une trace. Vous, quand vous avez un appel téléphonique que la personne vous a appelé, hop, vous envoyez un mail résumé de la conversation. C'est fastidieux, c'est prise de tête et c'est tout ce que vous voulez, je suis totalement d'accord avec vous, mais le jour où vous en avez besoin, ça vous sauve. Webinaire au top. Merci Christelle. Merci beaucoup pour les partenariats entre fournisseurs. Oui aussi, je recommande, avec les fournisseurs et les partenaires de toujours faire des contrats. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je t'en prie Dorothée, merci à toi. Le print on demande m'intéresse vraiment, toute information est bienvenue. Merci pour votre webinaire, vous communiquez avec passion. Eh bien merci Sonia. Je t'avoue que moi-même, le domaine de la création de l'artisanat, c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'adore aussi tout ce qui est passage de savoir et donc du coup, ça me fait très plaisir d'être là avec vous, à partager tout ça avec vous et donc pour le print on demand, qu'est-ce que je pourrais te donner comme information que je t'ai pas donné déjà? Mmh, heu, hem, au niveau du alors ce qui peut être intéressant, ça pour le print on demand, tu as des fournisseurs, qui sont principalement à l'étranger, mais tu peux trouver des fournisseurs en France, mais ce sera plus compliqué. Ça, c'est un point à savoir. Au niveau des fournisseurs, il y a Printful, Printify, qui sont assez connus. Ça peut se brancher sur un Shopify ou un WooCommerce assez simplement. Un PrestaShop aussi, mais je vous recommande plutôt, Shopify ou WooCommerce. C'est quand même, beaucoup plus simple à utiliser. Après, si vous voulez quelque chose de puissant et simple à utiliser, ce sera forcément un WordPress et un WooCommerce. Vous avez Gelato aussi comme, fournisseur pour le print on demand. Tunetoon aussi. Sachez aussi que comme je vous l'ai dit, dès que vous commencez à vendre une certaine quantité, c'est plus intéressant pour vous d'imprimer une dizaine, une vingtaine d'exemplaires pour ce qui est des tasses, des tabliers ou des choses comme ça et pour ce qui est de l'impression de type carte postale, marque-page et cetera, c'est plus intéressant d'imprimer 500 exemplaires, 250 exemplaires parce que le prix à la pièce est minime. Vraiment, c'est peanuts. Y a-t-il des modèles de contrats à rédiger suivant le domaine d'activité? Non, c'est toujours la même chose, il faut toujours, passer des contrats avec toutes les clés. En fait, partez du principe que ce qui n'est pas écrit n'existe pas, donc prenez le temps de bien faire les choses. Très instructif, grand merci pour cette belle prestation. Ah, merci beaucoup Gerlande. Merci beaucoup, moi toi aussi Shaira. Merci beaucoup pour toutes ces bonnes idées et précieux conseils. Ouh, ça bouge trop vite. Merci beaucoup, tout un univers, c'est précieux d'avoir une présentation méthodique pour s'immerger. Ah, ben merci, j'adore faire mes slides, ça aussi ça se voit. Mais du coup, les fournisseurs à l'étranger, il y a d'autres réglementations juridiques. Alors sur, tout ce qui est tasse, impression de cartes postales, marque-page, tout ça, non.
Par contre, choisissez plutôt des prestataires européens, comme ça vous n'aurez pas de surprise avec les douanes et la TVA. Au niveau du print on demand, que faut-il faire au niveau administratif? Faut-il être inscrit auprès de l'URSSAF et avoir un code APE, par exemple? Alors, dans tous les cas, dès que tu vends quelque chose, il te faut un statut administratif, et c'est exactement la même chose pour tous les types de ventes. Après, par contre, quand on est l'ancien statut, ça s'appelait auto-entrepreneur, j'arrive pas à retenir le nouveau nom. Il faut vraiment vérifier qu'on a bien le statut, du fait qu'on puisse, on a des charges plus faibles parce qu'on achète et on revend. Mais, c'est un peu difficile, il faut bien le reconnaître, d'avoir et des créations qu'on vend telles quelles et d'avoir, le print on demand par exemple ou le dropshipping manuel ou même classique. Parce que du coup, il y a toujours les taxes et cetera. C'est pour ça qu'au niveau des statuts, rapidement, moi mes clients, ils se mettent en SASU. Merci pour les infos, votre dynamisme et les oiseaux exotiques à l'arrière-plan. Ah, on entend les oiseaux derrière. Alors ça vous entendez les chiens dans la rue aussi? Je suis désolée pour le bruit. Merci beaucoup, une mine d'informations. Merci beaucoup, à vous aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah ta ta. Si on fait des ventes sur les marketplaces de type Vinted, est-ce qu'il faut se déclarer aussi? Toutes les ventes doivent être déclarées, toujours. Micro-entreprise, merci Alizé. J'arrive pas à retenir ce nom, c'est nul. Donc oui, le statut minimum, c'est micro-entreprise. Vous êtes obligé d'être déclaré dès que vous faites des ventes. Encore merci à Loïs. Ah, ça c'est Meylan. Bon, ben, écoute, oui. En tout cas, ça a été un plaisir, d'échanger avec vous. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à aller sur le site, e-évoluer.com. Vous avez dedans, des tonnes et des tonnes de ressources gratuites, à savoir 22, webinaires gratuits qui sont disponibles, des e-books à télécharger, ne serait-ce que l'e-book «Trouver un bon nom de marque», des quiz professionnels pour vous aider à faire le bilan de votre entreprise. Vous avez également, 75 références d'outils gratuits ou pas chers à utiliser pour vous faciliter la vie. Je fais aussi des développements sur mesure, Maxime. Donc dans ce cas-là, je t'invite à me contacter par mail sur, contact@e-voluer.com ou via le formulaire en ligne et ce sera avec plaisir que j'échangerai avec toi sur ton projet. Donc n'hésitez pas, voilà, à aller voir les différents éléments qu'il y a sur le site et si vous êtes inscrit à la newsletter, vous recevrez les codes d'accès pour la bibliothèque de ressources gratuites. Vous avez énormément de choses et vous avez des articles de blog aussi sur comment optimiser votre site internet. J'espère que ça vous a plu et j'espère qu'on se recroisera dans un autre live. Le chat, il y est. Hop, Maïnan a mis le lien de mon site. Voilà, ça c'est mon mail. Voilà. Vous avez mon mail et vous avez mon site. Voilà, eh bien, excellente après-midi à vous tous et puis vous pourrez, comme, l'a dit au début, Clara, vous pouvez parfaitement voir le replay du live, sur, YouTube, d'ici une semaine à peu près, le temps qu'ils le mettent en ligne. Excellent après-midi à vous tous.